Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Tchad, les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont fait plus de 20 morts. Les affrontements se sont déroulés à 200 km à l'est de la capitale N'Djamena. Détails à suivre. Le Soudan, sous les eaux, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale ces derniers jours ont plongé des centaines de personnes dans le désarroi. Plusieurs habitations sont détruites. Et puis en Tunisie, la nouvelle vague de personnes infectées au coronavirus oblige les autorités à prendre de nouvelles mesures. Une intense campagne de vaccination s'est déroulée ce dimanche. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Tchad, au moins 20 personnes ont été tuées ce week-end dans des affrontements entre agriculteurs et puis éleveurs. Ces affrontements se sont déroulés à 200 km à l'est de la capitale N'Djamena, une région en proie au conflit meurtrier entre ces deux communautés. Le conflit est parti d'un problème foncier entre les deux communautés. Les uns veulent s'installer, les autres les en empêchent. Le conflit oppose les Boulala, des cultivateurs sédentaires, aux Arabes des éleveurs nomades dans le village de Zoana, a déclaré à l'AFP Amina Koudiana, gouverneur de la province de Hadjer Lamis, dans le centre du Tchad. Le bilan est de 22 morts et 18 blessés, a-t-elle précisé. On a envoyé des forces qui ont maintenu l'ordre depuis samedi, a déclaré de son côté Abdraman Koulamala, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Les violences entre communautés sont fréquentes dans le centre et le sud du Tchad, où nombre d'habitants sont armés. Ils opposent principalement éleveurs nomades arabes aux cultivateurs autochtones sédentaires qui accusent les premiers notamment de saccager leurs champs en faisant perdre leurs animaux. Nous avons impliqué les chefs coutumiers des deux communautés pour mettre définitivement un terme à ce conflit récurrent, a précisé la gouverneure de la région. Les autorités ont procédé au désarmement total des civils. Les protagonistes se sont réconciliés et le calme est revenu totalement dans la zone, a déclaré de son côté Abdraman Koulamala. Les conflits entre les deux communautés sont meurtriers au Tchad. En décembre, 11 personnes avaient été tuées dans le sud du pays dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. En février, 35 personnes avaient péri dans la même région. Plus de 40 civils ont été tués ce week-end dans le nord du Mali lors de différentes attaques imputées, notamment à des djihadistes contre 3 localités voisines et proches de la frontière avec le Niger. C'est ce qu'a indiqué un responsable militaire et des élus locaux. Plus de 40 civils ont été tués dimanche par des terroristes dans les villages de Karou, Outagouna et Daoutegef. Les terroristes sont entrés dans les villages et ont massacré tout le monde selon un responsable sécuritaire. Les assaillants sont arrivés à moto et ils ont pris les villageois par surprise. Un élu d'une 4e localité a également rapporté une attaque contre son village. Un détachement militaire a été déperché sur place pour porter secours aux populations, a indiqué un responsable militaire. Le patron d'une ONG malienne a cependant souligné que les communications dans la zone étaient mauvaises. La région, comme une partie du nord du Mali, a été largement coupée des réseaux ces derniers jours à cause d'attaques attribuées aux djihadistes contre les infrastructures de télécommunications. Le Mali est pris dans la tourmente sécuritaire et politique depuis 2012. Les insurrections indépendantistes et maintenant djihadistes menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, ainsi que les violences intercommunautaires et les exactions de toutes sortes, y compris de la part des forces de sécurité, ont fait des milliers de morts et de civils et militaires
et des centaines de milliers de déplacés malgré le déploiement des forces onusiennes, françaises et étrangères. Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali, Alioune Tian s'alarmait la semaine passée d'une détérioration grave et continue de la sécurité, du fait qu'un seuil critique était franchi et du péril pesant sur l'existence même de l'État malien. Le Soudan est plongé depuis les eaux depuis quelques jours. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale, Khartoum, ont entraîné samedi dernier des crues subites à travers le pays, endommageant des milliers d'habitations et submergeant une partie de la capitale. Chaque année, le Soudan fait face à d'importantes inondations qui s'abattent généralement sur le pays de juin à octobre et endommagent, voire anéantissent les infrastructures ainsi que les récoltes. À Atbara, dans le nord-est du pays, des maisons se sont effondrées en raison de la montée des eaux, selon l'agence de presse Souna. Nous nous sommes réveillés le matin sous la pluie et nous avons trouvé de l'eau sur le palier de notre porte de la maison. Nous sommes allés dans le quartier et avons trouvé le système d'égout bloqué à plus d'un endroit. Dieu merci, 5 ou 6 personnes du quartier travaillent au nettoyage. Mais ce n'est pas assez. Maintenant, les eaux usées stagnent dans la rue et nous ne pouvons pas briser le revêtement de la route. Nous avons besoin d'une grosse machine pour débloquer la rue. Nous n'avons pas beaucoup d'autres options. On connaît la saison d'automne. Les gens doivent se préparer pour la saison d'automne. Les pluies arrivent soudainement comme une attaque. À tout moment, il peut pleuvoir. La municipalité doit être prête, au moins depuis mars dernier, ou même en mai à la limite. Hier, le ciel était sans nuages jusqu'à 3 h du matin. Et puis soudain, les nuages se sont accumulés et il a plu. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a indiqué que 12 000 personnes avaient été affectées par les intempéries dans 8 des 18 États du Soudan depuis le début de la saison des pluies cette année. L'année dernière, Khartoum avait déclaré l'état d'urgence durant 3 mois pour faire face à des inondations dévastatrices ayant touché au moins 830 000 personnes et 166 000 demeures. Enfin, il prend la parole. Le président malgache Andry Rajoelina s'est publiquement exprimé ce dimanche ou interrogé aussi sur l'éventualité d'une implication de la France dans cette affaire de projet de coup d'État à Madagascar. Cette sortie médiatique intervient plus de 2 semaines après l'arrestation par la police de présumés auteurs. Le chef de l'État malgache, élu en 2018, a fermement condamné le projet présumé de coup d'État, soulignant que la divergence de point de vue ne justifie pas un meurtre. « Si on veut me tuer, c'est à cause de mon engagement à protéger notre nation », a affirmé Andry Rajoelina dans une intervention sur les chaînes publiques de télévision. Selon le président, parmi les cerveaux de l'assassinat figure un colonel français qui a commandé des régiments au Tchad, au Kosovo et en Afghanistan. Andry Rajoelina s'est aussi interrogé sur le statut de conseiller de l'archevêque Antananarivo, du cerveau présumé de cette affaire. Sur le CV et les cartes de visite du cerveau de ce projet d'assassinat, il est écrit qu'il est conseiller de l'archevêque d'Antananarivo. Mais tout ce que je veux dire, c'est que j'ai reçu une lettre du Vatican en signe de solidarité après ce projet d'assassinat. Le président a assuré ne pas avoir de problème personnel dans ses relations avec la France, appelant à laisser la justice faire son travail. Il faut attendre les résultats de l'enquête qui va révéler s'il s'agit d'un acte isolé ou non. C'est l'enquête qui va répondre à tout ça, a-t-il poursuivi. Une note de culture à présent au Bénin. La première édition de la fête internationale des Adja s'est tenue ce week-end à Azové, dans le département du Koufou, organisée par l'Union des Adja du monde. Cette fête vise à montrer à la face du monde que le peuple Adja demeure uni et fier des riches héritages à lui légués notamment par ses aïeux. Reportage. Association apolitique de droit béninois, l'Union des Adja du monde, UDAMO, a pour but de rassembler tous les Adja du monde entier pour le développement et de constituer un cercle d'union du peuple Adja à l'intérieur comme à l'extérieur du Bénin. Et c'est dans cette optique qu'elle a organisé la première édition du Festival international Adja, FIA. La FIA
est une occasion pour notre peuple de s'unir véritablement autour de sa culture, car la fille Adja-Koué permet de révéler à la face du monde le meilleur potentiel culturel du peuple Adja. Adja-Koué sera désormais célébré dans la première semaine du mois d'août de chaque année. Cette fête a été une occasion pour les filles et fils Adja de penser au développement de leurs différentes communautés. Je peux vous dire que c'est inédit parce que depuis longtemps, les filles et fils des Adja du monde recherchent cette réconciliation. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir cette première édition parce que lorsque nous voyons les gens qui fêtent ailleurs, nous avons aussi envie. Mais ailleurs, les gens pensent que nous sommes unis, mais nous n'étions pas unis. Mais cette fois-ci, avec tous les efforts de tout un chacun de nous, nous avons eu la chance d'avoir la première édition de ce festival qui va toujours continuer. Que cette fête internationale des Adja puisse se pérenniser, que l'on puisse fêter, célébrer cette fête-là à travers les générations à venir. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'Union des Adja du monde UDAMO entend utiliser entre autres moyens l'organisation des foires et activités de promotion des valeurs Adja, l'organisation des conférences débats sur des thématiques liées au peuple Adja. L'adhésion à l'UDAMO est volontaire, libre et ouverte à tout individu d'origine Adja Tado, de père ou de mère Adja et ou de père Adja, vivant sur le territoire national ou non. Confrontée depuis plusieurs mois à une grave crise sanitaire, la Tunisie a mené ce dimanche une intense campagne de vaccination contre le Covid-19 au cours d'une journée portes ouvertes, ceci après avoir obtenu plus de 6 millions de doses de vaccins en provenance des pays arabes et occidentaux. Le président tunisien Kaïs Saïed a visité un centre de vaccination en banlieue de Tunis. C'était à l'occasion d'une journée portes ouvertes aux plus de 40 ans, dans le pays qui a obtenu plus de 6 millions de doses en provenance de pays arabes et occidentaux. Plus de 300 centres au total devaient accueillir les citoyens de plus de 40 ans pour cette journée. Ils étaient ainsi 302 751 à avoir reçu une dose de vaccin selon la cellule de suivi du ministère de la Santé. La vaccination va continuer dans les prochains jours jusqu'à ce que tout le peuple tunisien soit vacciné. Et nous allons continuer la vaccination contre toutes les pandémies et la deuxième vaccination contre les pandémies politiques ainsi que les microbes politiques. Le président Kaïs Saïed s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier à la faveur d'un ras-le-bol exacerbé par un pic épidémique meurtrier qui a provoqué la colère des Tunisiens contre l'incompétence de l'ancien gouvernement